premier travail que je vais vous présenter est un travail de l'équipe de Razavi qui avait comme objectif d'évaluer la prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite C en Europe en 2015 et de déterminer les interventions qui sont nécessaires pour aboutir à l'objectif OMS de 2030 qui est l'élimination virale, donc l'élimination du virus de l'hépatite C. Pour cela, ils ont construit un modèle de Markov en prenant en compte d'une part les nouveaux cas qui découlent environ pour la moitié d'entre eux des usagers de drogue et pour l'autre moitié des patients originaires de l'immigration, et puis en enlevant du nombre de patients atteints tous les patients qui ont été dépistés puis traités. Donc la situation actuelle en 2015 est la suivante en Europe. 3,3 millions de sujets ont une sérologie C positive, ce qui équivaut à 0,64% de la population. Parmi ces patients, 1,2 million ont un ARN détectable et donc on va rajouter à ces 1,2 million les 57 900 nouveaux patients infectés et on va pouvoir enlever les 133 000 patients qui sont déjà guéris sur les 150 000 traités. Donc le problème est d'arriver à cet objectif OMS 2030, l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C, qui est défini de façon très précise par une diminution des décès liés au VHC de 65%, une diminution de l'incidence de 90% et une augmentation du taux de patients dépistés à 90%. Alors pour cela, 3 scénarios ont été analysés. Le premier, entouré en bleu, est un scénario historique puisqu'il s'agit du maintien du pourcentage de traitement et de réponse virologique soutenue tel qu'on le connaissait en 2012. Le scénario dit actuel qui s'appuie sur le maintien du pourcentage de traitement et de réponse virologique soutenue comme il était en 2015. Et puis celui qui concerne la cible de l'OMS avec une augmentation du nombre de patients traités de 150 000 à 187 000 et en même temps une augmentation du nombre de patients dépistés de 88 000 à 180 000 entre 2015 et 2025 et puis également traiter tous les patients infectés entre 15 ans et 74 ans dans cette étude. Alors quand on regarde sur les graphiques sur la droite, on voit d'une part le nombre de patients avec une infection virale, le nombre de patients décédés de cause hépatique, le nombre de patients ayant un carcinome hépatocellulaire et le nombre de patients ayant une décompensation de cirrhose. On voit, d'après le scénario actuel, qu'on arrive à diminuer le nombre de complications et le nombre de patients infectés, mais qu'on arrive vers 2020 à un plateau. Et si on continue avec ces pourcentages de traitement et de réponse virologique prolongée, on n'arrivera pas aux objectifs de l'OMS. Pour arriver aux objectifs de l'OMS, il faut dépister plus et traiter plus. Voilà les points forts de cet article. Et alors justement, est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer ce dépistage ? Tout à fait. Alors, une des pistes qui est actuellement beaucoup étudiée, ce sont d'utiliser les TROD, c'est-à-dire des tests d'utilisation rapide, de façon à pouvoir éviter l'étape sérologie au laboratoire et de façon à pouvoir, lorsqu'on a un patient devant soi, pouvoir faire le TROD, l'informer dans les heures qui suivent du résultat et on pourrait même le traiter d'emblée par des molécules pangénotypiques. Alors là justement, cette étude de Grebeli analysait la sensibilité et la spécificité d'un test d'un TROD qui s'appelle Expert HCV Viral Load et qui a comme principale originalité de faire non seulement la sérologie mais aussi la virémie. Donc c'est vraiment un intérêt particulier pour ce type de TROD. Et donc ce TROD a été testé par rapport au test Abbott Real Time de référence dans des populations, dans 5 centres australiens, qui concernaient des populations difficiles d'accès au traitement et au dépistage particulièrement. Il s'agissait de 3 centres d'addictologie, un centre social d'hébergement pour sans domicile fixe et un centre d'échange de seringues. Alors au total, 210 patients ont été inclus dans cette étude, 150 ont pu être testés par les 3 techniques et chez ces 150 patients, 30% d'entre eux avaient une virémie positive. Et la sensibilité et la spécificité du test Expert étaient excellentes. Alors il faut savoir que ce test-là peut être utilisé soit par prélèvement sanguin, soit au mieux, le plus facile, c'est par prélèvement capillaire, avec des sensibilités qui étaient entre 95 et 100% et des spécificités 98 à 99%. Et donc l'utilisation de ce type de TROD permettrait de raccourcir et de faciliter le parcours de soins pour une meilleure prise en charge, particulièrement dans ces populations à risque.
si j'ai bien compris, donc ça permet de simplifier un petit peu le parcours du patient en finalement sautant une étape. On fait à la fois la sérologie et l'ARN. Et justement, j'ai une première question qui est la suivante. Est-ce que justement ce type de TROD est disponible aujourd'hui en France ? Alors non, actuellement, on a relativement peu de TROD en France, probablement pour des problèmes de marquage CE qui doivent qui doivent précéder la commercialisation. Donc on utilise des TROD dans certaines structures avec différents circuits, mais pour l'instant, ce ne sont pas des tests qui sont diffusés largement. Et oui, tout à fait, ça permet de raccourcir la prise en charge thérapeutique. Et par exemple, ce test-là peut donner des résultats en 108 minutes. Et donc, si les patients restent à l'intérieur d'un centre social, un centre d'addictologie ou un centre d'échange de seringues, les patients peuvent soit rester un petit peu jusqu'au résultat, soit ce sont des centres où les patients peuvent revenir et donc ils sont plus faciles à traiter, à suivre. Alors, autre moyen de diminuer l'incidence de l'hépatite C, c'est une question qui a été posée par Fraser. Dans cet article, le but, c'était de construire un modèle pour analyser l'impact de 3 types de prévention qui sont actuellement utilisés en Europe, mais de façon différente en fonction des pays. Le traitement des patients infectés, mais aussi l'utilisation des traitements substitutifs et le programme d'échange de seringues chez les patients usagers de drogue où l'incidence est actuellement très élevée. Alors, ils se sont servis des données actuelles de prévalence et des données d'utilisation de ces moyens de prévention en fonction du pays ou de la région. Donc les données de prévalence étaient variables. On avait moins de 25% de prévalence de l'hépatite C en Slovénie jusqu'à plus de 55% en Finlande. Et le pourcentage de patients traités chez les usagers de drogue dépendait aussi des programmes qui étaient spécifiques de chaque pays, moins de 2% en Suède et 5% au moins en Slovénie. Donc le but affiché par cet article était d'obtenir en 2026 une incidence de l'hépatite C qui serait de moins de 2% pour les patients usagers de drogue. Et à ce moment-là, la question posée est de savoir combien de traitements sont nécessaires pour 1000 patients usagers de drogue afin d'obtenir cette incidence qui est réellement très basse. Et ceci a été étudié à partir de 3 scénarios à nouveau. Le premier scénario en se fixant sur les hypothèses de la littérature en termes de pourcentage de patients traités en 2015-2016. Ensuite, en se fixant sur l'hypothèse des pourcentages de traitement en 2016 et 2017 avec la couverture actuellement en cours dans les différents pays en termes de traitements substitutifs et de programmes d'échange de seringues. Et le troisième scénario hypothétique, c'est de se fixer sur le même pourcentage de patients traités, mais avec une couverture de traitements substitutifs par traitement substitutif et programme d'échange de seringues de 80% de la population des usagers de drogue. Et dans la majorité des pays, comme vous pouvez le voir sur les petits cylindres, le 3e cylindre de chaque colonne est un petit peu plus bas situé que le 2e cylindre de chaque colonne. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que la solution la plus efficace, ça va être non seulement de traiter les patients, mais aussi de diminuer la contamination chez les usagers de drogue, la transmission, en facilitant l'accès aux traitements substitutifs opioïdes et au programme d'échange de seringues. D'accord, donc on parle de possibilité d'élimination virale aujourd'hui parce qu'on a des traitements efficaces et on va y revenir, mais aussi parce que ça passe aussi par d'autres méthodes, en particulier la diminution de la prévention des infections. Et justement, quand on parle des derniers traitements efficaces, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les dernières combinaisons ? Oui, bien sûr. L'association Glécaprévir-Pibrentasvir, d'une part, et l'association Sofosbuvir, Velpatasvir et Voxilaprévir. Alors, voici quelques résultats pour l'association Glécaprévir-Pibrentasvir. Donc, j'ai séparé les études qui avaient été faites chez les patients cirrhotiques et les études qui avaient été faites chez les patients non cirrhotiques. Donc, on va commencer par cette population-là. Vous avez sur cette diapositive les résultats de 4 études ouvertes, 2 études de phase 2, 2 études de phase 3, qui couvraient tous les génotypes et qui avaient testé 2 durées de traitement possibles, qui étaient 8 et 12 semaines. Alors, le premier message de cette diapositive un petit peu palissade, c'est premièrement que l'efficacité du traitement existait dans tous ces bras de traitement à au moins 94%. Et le deuxième message de cette diapositive, c'est que on voit bien que 12 semaines ne fait pas mieux que 8 semaines. Et donc la durée optimale de cette association, qui est par ailleurs très bien tolérée, sera de 8 semaines chez les patients non cirrhotiques.
Alors, chez les patients cirrhotiques, on a également un certain nombre d'études, et en particulier les 2 études de phase 3, Expédition 1 et Surveilleur 2, qui va encore une fois montrer une efficacité très large chez les patients, quel que soit le génotype. Bien sûr, on a relativement peu de génotypes 5 et 6, mais on est dans tous les génotypes au-dessus de 96%. Alors, ces patients ont été traités 12 semaines, pas 8 semaines, et il y a chez les patients génotype 3 un essai qui a comparé l'efficacité de 16 semaines de glécaprevir pibrentasvir par rapport à 12 semaines de glécaprevir pibrentasvir, et en fait 16 semaines ne font pas mieux que 12 semaines. Donc la durée optimale de glécaprevir pibrentasvir chez des patients cirrhotiques sera de 12 semaines, y compris chez les patients génotype 3. Aujourd'hui, on voit donc des profils de tolérance excellents, des efficacités excellentes, et finalement, il reste les interactions médicamenteuses. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur cette association pour les interactions? Alors, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur des interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de protéase, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'interactions avec le glécaprevir qu'avec les inhibiteurs de protéase qu'on a antérieurement utilisés. Deuxièmement, il faut savoir que c'est une association qui va être particulièrement intéressante chez les patients insuffisants rénaux, puisque la pharmacocinétique n'est pas du tout influencée par la clairance de la créatinine, et on peut traiter des patients dialysés avec exactement les mêmes doses et les mêmes durées de traitement, exactement la même efficacité et la même tolérance. La population chez qui on va être limité pour l'utilisation de cette combinaison sera constituée par les patients ayant une cirrhose décompensée, une cirrhose Child B ou Child C, parce qu'on a un risque d'aggravation qui est majoré par le fait d'utiliser un inhibiteur de protéase. Alors, ensuite, l'association sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprevir. Alors, on connaît l'association sofosbuvir et velpatasvir qui est actuellement largement utilisée. Là, la trithérapie a été développée pour les patients en échec d'antiviraux directs. Et là, vous avez sur cette diapositive résumé les résultats des études Polaris 1 et Polaris 4 qui ont été réalisées chez tous les génotypes, encore une fois avec peu de patients génotype 1 et génotype 5 et génotype 6. Et on voit que la trithérapie donnée pendant 12 semaines chez des patients en échec d'anti-NS5A, anti-NS5B ou inhibiteur de protéase est efficace dans plus de 95% des cas. Donc ce sont des résultats qui sont tout à fait satisfaisants avec une très bonne tolérance. Et un mot pour dire que dans l'étude Polaris 4, les auteurs avaient comparé un traitement par trithérapie, donc 12 semaines, contre la bithérapie, c'est-à-dire le même traitement sans voxilaprevir pendant 12 semaines. Et là, par contre, il y avait une supériorité de la trithérapie par rapport à la bithérapie, 98 versus 90%. Donc voilà la solution possible chez les patients qui seront en échec d'antiviraux directs. Et donc ce n'est pas un traitement qu'on utilisera chez des patients naïfs? Alors non, c'est vrai que c'est un traitement qui a été développé vraiment pour les patients qui sont en échec d'antiviraux directs, parce que les besoins étaient déjà remplis pour les patients naïfs. Et alors, après l'alerte sur le risque de CHC et les antiviraux directs, il y a eu une alerte sur l'hépatite B, je crois que tu voulais nous dire un mot. Oui, tout à fait. Donc une alerte a été émise en même temps par l'EMA et la FDA sur les risques de réactivation virale chez des patients traités par antiviraux directs pour l'hépatite C. Mais dans la plupart des cas, il s'agissait de descriptions ponctuelles dans la littérature ou alors de descriptions de groupes, comme ça a été publié par la FDA, mais avec relativement peu de données sérologiques ou virologiques. Donc bref, c'était très difficile de s'y retrouver. L'équipe de MUC a fait une revue un peu systématisée de la littérature avec une méta-analyse sur tout ce qui était paru sur le sujet entre 2010 et 2017. 2 experts indépendants ont sélectionné 17 études observationnelles où on avait suffisamment de données pour répondre à ces questions. Au total, 1521 patients. 242 avaient une hépatite B chronique objectivée par un antigène HBS positif et 1400 patients presque avaient un anticorps anti-HBC positif isolé. Donc le taux de réactivation virale qui a été observé dans ces 2 groupes de patients était de 24% chez ceux qui avaient une hépatite chronique et 1,4% chez ceux qui avaient un anticorps anti-HBC positif isolé, ce qui va donc resituer un petit peu les choses par rapport à ce warning, et on va être moins inquiet de traiter des patients qui ont un anticorps anti-HBC positif isolé. Et puis maintenant qu'on sait qu'il y a 24% de réactivation chez les patients hépatite B chronique, on va savoir quoi faire.
Alors le danger, plus que la réactivation virale, le danger immédiat, c'est la possibilité d'avoir une hépatite liée à une réactivation. Et ce risque est de 9% chez les patients antigènes HBS et 0% dans cette étude chez les patients anticorps anti-HBC positifs isolés. Donc en pratique, cela rappelle qu'il faut vérifier la sérologie B chez tous les patients, qu'il faut traiter en préemptif les patients qui sont antigènes HBS positifs parce que le risque de réactivation est important et qu'il faut suivre les patients anticorps anti-HBC positifs isolés, mais ne pas les traiter d'emblée, on peut les traiter uniquement s'il y a une réactivation. Alors justement, une question. En pratique, le traitement est, pour la plupart des patients, court, entre 8 et 12 semaines. Donc à quel moment on fait le dosage de l'ADN? Et puis chez les malades qui n'ont aucun marqueur, faut-il les vacciner? Alors, il est effectivement recommandé de vacciner les patients qui ont une sérologie complètement négative. Quant aux patients qui sont anticorps anti-HBC positifs isolés, ils vont effectivement être traités 8 à 12 semaines. Il a été décrit dans la littérature également le fait que la majorité de ces réactivations virales B survenaient pendant le traitement. Donc je pense qu'on peut de toute façon faire un ADN viral avant de débuter le traitement pour vérifier l'absence d'hépatite B cryptique et puis faire un ADN viral B en fin de traitement. On peut faire quelquefois un dosage intermédiaire, mais au moins en fin de traitement pour vérifier qu'il n'y a pas de réactivation. Au maximum, on peut faire aussi un ADN viral B 12 semaines après l'arrêt du traitement en même temps que la PCR-C qui va affirmer ou infirmer la réponse virologique soutenue. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de recommandations récentes bien formulées à ce sujet. Concernant le deuxième warning auquel tu faisais allusion, il s'agissait du risque de carcinome hépatocellulaire. Alors pour résumer les premiers épisodes, plusieurs séries, en particulier des séries italiennes et espagnoles, avaient décrit un sous-risque de carcinome hépatocellulaire chez les patients traités par antiviraux directs par rapport aux patients traités initialement par interféron. Et puis dans les épisodes suivants, plusieurs études ont refait l'analyse en ajustant l'analyse sur les caractéristiques épidémiologiques qui différaient entre les patients traités par antiviraux directs et les patients traités par interféron. Pourquoi ? Parce que les patients qu'on traite par antiviraux directs sont en moyenne plus sévères en termes d'insuffisance hépatique et d'hypertension portale que les patients qu'on traitait avant par interféron. Et donc, dans ce cas-là, ce sous-risque disparaissait. Alors là, cette étude retrouve les mêmes résultats. Il s'agit d'une étude rétrospective sur une série écossaise avec un suivi médian de 2,4 ans. En tout, 860 patients traités. La majorité étaient traités par interféron, 2 tiers d'entre eux. 1 tiers étaient traités par antiviraux directs avec un suivi comme attendu plus court. Et on voit que si on prend les données brutes, on va avoir une incidence de CHC qui sera plus importante chez les patients traités par antiviraux directs, 2,53 versus 1,26 chez les patients traités par interféron. Et effectivement, on peut voir sur le graphique de droite que si on tient compte uniquement de l'analyse multivariée, on aura un hazard ratio qui sera à 2,48, donc une différence significative. Au contraire, si on tient compte des différences entre les deux groupes et si on ajuste l'analyse sur toutes les variables qui sont dans l'encadré au centre, qui étaient différentes entre les patients traités par interféron et antiviraux directs, à ce moment-là, l'hazard ratio est de seulement 1,15 et ce risque disparaît. Donc cette étude montre également, comme l'ont fait d'autres auparavant, dont l'étude Hépater par exemple, que l'association entre CHC et type de traitement antiviral C disparaît quand on tient compte des variables confondantes. D'accord. Donc là, le débat est clos pour l'incidence. En tout cas, il n'y a pas de sur-risque. Il restait une question sur l'agressivité des tumeurs. Est-ce que les auteurs ont regardé ça dans ce travail ? Alors, oui, tout à fait. Dans ce travail, ils ont regardé, ils ont comparé dans les deux études le nombre de nodules au diagnostic et la taille du plus gros nodule. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant. Il y a d'autres équipes qui sont en train de travailler sur le sujet. On aura probablement d'autres réponses aussi à cette question. Alors, le travail suivant a pour but de regarder quel était le risque de complications des hépatopathies sévères par l'infection liée à une infection par le virus de l'hépatite C après une réponse virologique soutenue. On sait effectivement qu'on a des complications chez les patients cirrhotiques ou pré-cirrhotiques guéris, mais on ne sait pas exactement quelle est l'incidence de ces complications. Et c'était le sujet de l'étude de Van der Meer qui s'est basée sur une cohorte de 1000 patients issus de plusieurs cohortes européennes, dont 85% de patients cirrhotiques, 15% de patients pré-cirrhotiques avec un suivi médian de 6 ans. Et sur ce suivi médian,
on a pu décrire 51 CHC incidents, 26 cas d'insuffisance hépatique, 56 décès et au total 101 progressions de l'hépatopathie. Et comme vous pouvez le voir sur les 4 graphiques, le pourcentage, enfin l'incidence de ces complications est bien sûr plus important chez les patients cirrhotiques sur la ligne pleine que chez les patients pré-cirrhotiques sur la ligne en pointillé. Mais en dehors de l'insuffisance hépatique, on peut voir aussi des CHC, des décès de cause hépatique, une progression de l'hépatopathie chez des patients pré-cirrhotiques. Donc ceci souligne l'importance de poursuivre le suivi chez ces patients. Et toujours dans cette même étude, ils avaient établi une liste de facteurs de risque indépendants associés à la survenue du carcinome hépatocellulaire, et on va retrouver la cirrhose, l'âge, le taux de plaquettes et l'existence du diabète. Donc il faut continuer à surveiller ces patients, et d'autant plus s'ils ont ces facteurs de risque de CHC. Alors justement, est-ce qu'il y a des pistes pour identifier les malades à plus haut risque, pour quelque part personnaliser la surveillance ? Alors oui, tu as tout à fait raison. En fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est de pouvoir distinguer des groupes à fort risque de mortalité, de morbidité, des groupes à faible risque, de façon à pouvoir adapter la surveillance à chacun de ces groupes. Alors ça a été un objectif de l'étude d'Ampuero, qui a essayé de mettre au point un score prédictif en se basant sur une cohorte de près de 2000 patients, 68 patients cirrhotiques, 93% répondeurs virologiques soutenus, avec un suivi de 23 mois. Ils ont repris d'une part les données de mortalité et de morbidité dans les 2 ans après la réponse virologique prolongée, et ils ont réalisé une analyse multivariée en prenant en compte aussi les comorbidités par le score de Charlson, qui est un score qui va réunir un certain nombre de comorbidités hépatiques ou extra-hépatiques. Alors, dans un premier temps, l'analyse multivariée a permis d'identifier des facteurs de risque prédictifs de mortalité à 1 an, et on a retrouvé comme facteur prédictif l'âge, l'index de Charlson, donc de comorbidité, l'INR, la bilirubine et l'albumine. Et dans un premier temps, les auteurs ont comparé l'air sous la courbe, enfin la valeur diagnostique de ce nouveau score qu'ils ont appelé le score EPCOM, calculé à partir de ces variables identifiés comme des facteurs de risque de mortalité. Ce score EPCOM a été comparé aux autres scores habituellement utilisés, le MELD et le CHILD, et ils l'ont également comparé à un score qu'on utilise moins, qui est le CIRCOM, en fait, qui est un score de Charlson adapté à la cirrhose. Et on peut le voir sur le graphique de gauche. Le score qui a la meilleure valeur diagnostique, c'est l'EPCOM score. Alors, pour que ça soit utilisable, les auteurs ont essayé de déterminer 2 seuils qui permettent d'une part de classer les patients dans le groupe à bas risque de mortalité, d'autre part un groupe à haut risque de mortalité, et bien sûr on aura un groupe intermédiaire. Donc les seuils qui ont été déterminés sont les seuils de 5,7 et 25, et on peut voir sur les 2 graphiques au centre et à droite de la diapositive la survie globale au centre et la survie sans événement hépatique à droite. D'une part, dans le groupe qui est dit à bas risque avec un score inférieur à 5,7, donc c'est la ligne, la ligne du haut, la ligne pleine. On va voir en bas la ligne en pointillé qui représente donc cette survie et cette survie sans événement hépatique chez les patients qui ont un score supérieur à 25, et vous allez voir entre les deux la ligne intermédiaire. Donc ça pourrait déjà permettre de guider la surveillance de ces patients après la réponse virologique soutenue. Bien sûr, il faut que ça soit validé. Alors, ils sont validés en interne, en fait, dans le même article, mais il faudrait que ça soit validé en externe. C'est un travail supplémentaire qui insiste une nouvelle fois sur la prise en compte importante des comorbidités, oui, pour le pronostic. Très bien. Merci Hélène.